Bonjour, bienvenue dans le diaporama sur l'influence du pH sur les transformations d'oxydoréduction et donc particulièrement sur les diagrammes potentiels pH. Intéressons-nous pour commencer à l'équation de Nernst pour les couples redox qui font intervenir les ions hydrogène H+, simultanément au transfert d'électrons. Cette équation s'écrit avec la concentration en ion H+, affectée du nombre stoichiométrique correspondant. On peut simplifier cette écriture car à 25 degrés Celsius, le terme RT sur F ln, donc logarithme népérien, peut être approximé à 0,06 que multiplie le logarithme décimal. Je vous propose de faire l'application numérique et vous verrez qu'on arrive à cette conclusion assez facilement. On aboutit donc à l'expression du potentiel d'oxydoréduction qui est égal au potentiel standard du couple redox plus ce terme 0,06 sur n, la quantité de matière d'électrons échangés, que multiplie le logarithme décimal du produit des concentrations de l'oxydant et de H+, affectés des nombres stoichiométriques, sur la concentration du réducteur, affectée là aussi de son nombre stoichiométrique. On sait que le pH est défini comme étant l'opposé du logarithme décimal de la concentration en H3 ou plus ou en H+, et donc on peut modifier l'écriture du potentiel en faisant intervenir le pH. À titre d'exemple, voici le couple O2H2O. Alors il faut faire attention parce que dans cette écriture de demi-équation redox, vous voyez intervenir le dioxygène sous forme gazeuse. Donc bien entendu, on n'écrira pas concentration de dioxygène, mais on fera intervenir la pression partielle. En l'occurrence, si cette pression partielle est égale à 1 bar, à ce moment-là, on va pouvoir conclure que le potentiel du couple O2H2O est égal au potentiel standard du couple O2H2O moins un terme 0,06 pH. Afin de placer les différents composés sur le diagramme potentiel pH, il va falloir revenir sur les nombres d'oxydation. Alors si vous avez besoin de rejeter un coup d'œil à la capsule vidéo dédiée à ce sujet, vous pouvez le faire. Sinon, ce qu'on peut dire, c'est que les espèces vont se placer sur le diagramme potentiel pH en fonction de leur nombre d'oxydation. Et donc, plus le nombre d'oxydation sera grand, plus on va retrouver les espèces, c'est-à-dire celles qui sont les plus oxydées, vers les hauts potentiels. De la même manière, les nombres d'oxydation petits vont entraîner que les espèces sont plus réduites et donc qu'elles se retrouvent vers les potentiels les plus faibles. Nous allons maintenant venir au cœur du sujet, les diagrammes potentiels pH. Alors, ils font apparaître les zones de prédominance des espèces en fonction du potentiel et du pH. Ces zones sont séparées par des droites qui sont finalement des frontières entre les espèces et donc, par exemple, un oxydant et un réducteur. Alors, quand on a une frontière, l'oxydant est toujours au-dessus de la frontière et le réducteur en dessous. Bien évidemment, si c'est une frontière qui sépare deux composés d'un couple oxydo-réducteur. Donc, prenons plusieurs types de couples redox. Dans le cas d'un transfert d'électrons simple, le potentiel ne dépend pas du pH. Donc, la frontière entre l'oxydant et le réducteur est horizontale.
On peut prendre l'exemple du couple fer 3+, fer 2+. La droite qui va séparer les deux domaines de prédominance sera horizontale. Mais il se peut aussi qu'entre deux espèces, il n'y ait pas de transfert d'électrons. La frontière va alors être verticale. On n'est plus en présence d'un couple redox, mais on peut par exemple être en présence d'un couple acide-base. Et à ce moment-là, on sait très bien que la frontière se situe pour pH égale pK. Dernier cas de figure, le transfert simultané d'électrons et d'ions hydrogène. La droite va alors être oblique puisque le potentiel dépend du pH comme nous l'avons vu précédemment dans la capsule. On peut prendre l'exemple là du couple O2H2O dont on a parlé il y a un instant. Alors pour illustrer mon propos, prenons l'exemple du diagramme potentiel pH du chlore. Intéressons-nous aux espèces suivantes: HClO, l'acide hypochloreux, Cl2, le dichlore, Cl-, l'ion chlorure, et Cl-, l'ion hypochlorite. On peut déterminer le nombre d'oxydations du chlore pour chacun d'eux. Vous les retrouvez dans le tableau. Alors l'espèce la moins oxydée, on voit bien que c'est l'ion chlorure. Donc il va se situer sur le bas du diagramme. Et on repère aussi deux espèces qui sont les plus oxydées, HClO et Cl-, avec le même nombre d'oxydations. Donc ces deux éléments ne peuvent pas constituer un couple redox, mais ce sont plutôt deux éléments d'un couple acide-base. Elles seront donc en haut du diagramme. On a numéroté les zones sur le diagramme de prédominance. Vous voyez qu'il y en a 4 puisqu'on a cherché à placer 4 espèces sur ce diagramme. Alors on a dit que l'ion chlorure était en bas du diagramme, donc on va le mettre dans la zone 3. En haut du diagramme, on va retrouver HClO et Cl-. Alors l'espèce acide va être située vers les pH les plus faibles. Elle sera à gauche de la ligne verticale, donc dans la zone 1. Et l'ion Cl-, hypochlorite, sera à droite, donc dans la zone 4. Il nous reste à placer le dichlore, et donc il ne reste qu'une zone, c'est forcément la zone 2. Récapitulons maintenant les différents types de frontières. Donc, la frontière peut être horizontale, par exemple entre le dichlore et l'ion chlorure, puisqu'on a un couple redox sans transfert d'ion hydrogène. La frontière peut être verticale pour les couples acide-base. Donc c'est le cas ici entre l'acide hypochloreux et l'ion hypochlorite. Et enfin, nous avons sur ce diagramme plusieurs droites qui sont obliques. Donc pour le couple HClO, Cl2, HClO, Cl-, et enfin Cl-, Cl-. Voilà, ainsi s'achève cette capsule vidéo. Je vous remercie de votre attention.